Donc la demande qui m'avait été exprimée est celle d'une exploration philosophique du concept d'anticipation. Anticipation, qui n'est pas un concept très très usité en philosophie d'ailleurs, mais la philosophie peut travailler sur n'importe quel mot, donc pourquoi pas. Accessoirement, un certain nombre de concepts voisins aussi pouvaient bénéficier d'un petit coup de sonde philosophique, comme prévention, prédiction, prévision. J'ai puisé pour répondre à la question à une source qui est une source, à mon sens, excellente, le dictionnaire historique et critique de la langue française d'Alain Ray. Excellente parce que d'une part, il y a une connaissance de l'histoire de la langue qui est remarquable et d'autre part, il y a une précision apportée au souci des significations accordées aux mots qui est inégalée à ma connaissance. Voilà ce qu'on trouve quand on regarde anticiper, anticipation. Alors, la première chose qu'on trouve, c'est que le mot il est d'un usage très ancien, avec des sens assez fixés depuis le XIVe siècle et proches de ceux qu'on utilise aujourd'hui. Anticiper vient de ante, capere, donc avant, prendre, donc l'idée de capter, d'attraper par avance. Et la signification depuis le XVIe siècle, ah c'est magnifique, voilà, résurrection de l'image. La signification depuis le XVIe siècle oscille entre trois domaines. D'une part, imaginer par avance. Alors, tous les mots ont leur poids dans ce dictionnaire d'Alain Ray. Imaginer par avance. On a déjà entendu parler du mot imagination dans les interventions précédentes. Deuxièmement, prendre les devants. Et troisièmement, agir en prévoyant la réaction de l'adversaire. Par exemple, dans les techniques de duel ou dans le sport. Mais il y a un usage médical de ces trois sens, dès le XVIe siècle d'ailleurs. Anticipation, de son côté, nom féminin apparaissant vers 1380, dérivé du latin anticipatio. La signification qui est apportée ici, c'est un ensemble de significations, évoquer les réalités, alors les réalités d'un côté, et puis après, supposer. Donc on est dans du domaine de la supposition, de l'hypothèse, de l'hypothétique. Évoquer les réalités supposées de l'avenir dans la narration, qu'il s'agisse de romans, de films dits d'anticipation. Et le mot utilisé en concurrence avec l'anglicisme science-fiction. Si l'on regarde ces sens, imaginer par avance, évoquer les réalités supposées de l'avenir, on a un premier noyau sémantique autour de la question du temps et de la réalité à venir. D'un côté, un rapport au temps à venir, donc forcément à l'incertain, qui n'est pas encore advenu, et tant qu'il n'est pas encore advenu, on ne sait pas ce qu'il va être. Et de l'autre, le souhait de capter des réalités, de les faire prendre corps à l'avance, donc d'orienter aussi un futur. Le second noyau sémantique, c'est le noyau sémantique du travail de projection, avec imaginer, évoquer, supposer. Là encore, trois mots, trois sens assez distincts. L'imagination, on peut penser à la mise en image, l'étymologie classique de imaginer, mettre en image. Deuxièmement, la mise en mots aussi, on nous a parlé de narration. Donc un travail de narrativité, que ce soit par des images ou par des mots. L'évocation, avec les questions d'expression, des questions d'envisager l'avenir, etc. Et là, on a bien affaire à quelque chose qui relève presque d'un coup de sonde onirique avec un travail de rêverie exploratoire ou de cauchemar exploratoire. Enfin, si on pense à notre arrière-plan de réflexion sur la maladie d'Alzheimer, il y a aussi de ça. Puis troisièmement, la supposition, c'est-à-dire ici le jeu hypothèse-causalité, si, alors, qui est un travail plus scientifique, un travail de recherche, plus dans l'hypothético-déductif.
Donc on voit déjà un concept qui est passablement compliqué alors qu'on ne s'attend pas à une telle complexité. Si l'on regarde maintenant ces trois mots, prévention, prévision, prédiction, composés à partir de prae, c'est-à-dire devant, avant, et puis, selon les mots, venire au sens de empêcher de se produire, et puis deuxièmement, informer par avance. Prévoir, ici au sens de concevoir d'avance ce qui va se passer. Et prédire, dire à l'avance, annoncer. En particulier, annoncer une maladie, au sens de prédire, est attesté dans la littérature depuis le XVIe siècle. Et puis, fixer d'avance. Alors d'un côté, vous avez empêché de se produire, de l'autre, vous avez fixé d'avance, donc on sent qu'il y a une tension dans ce concept d'anticipation, qu'on peut essayer d'exprimer ici. Finalement, l'essence aussi autour de l'idée d'empêcher de se produire, d'informer par avance, de concevoir d'avance ce qui va se passer, de dire à l'avance, d'annoncer, de fixer d'avance. Avec, on peut dire aussi, trois noyaux sémantiques. D'un côté, savoir le futur, détenir l'information, grâce en amont à un savoir de causalité. Si on a A, alors on a B. Puisqu'on a A, on aura B. Donc, savoir le futur, détenir une information sur la causalité et l'enchaînement cause-conséquence. Deuxièmement, révéler le futur, l'aspect annonce, le mot prophétie vient d'être prononcé aussi. Et puis troisièmement, contrarier le futur, l'empêcher. D'où des sens partiellement contradictoires et en tension. D'un côté, le futur est fixé, faire face au destin et à l'inéluctabilité, et de l'autre, le futur est incertain et on doit agir, on peut et on doit agir pour modifier la prévision. Remarque au passage, on vient de nous en parler, l'aspect autoréalisateur des prophéties. Dans les mythes, l'action contre une prophétie, souvent ne fait que la confirmer. Mais la structure de ce genre de récit où il y a une prophétie le veut aussi. Donc on est un peu piégé par le type du récit et de la narration. Anticipation et maladie d'Alzheimer, quelques réflexions. Et je voudrais commencer par une approche un peu complémentaire sur les questions de certitude et d'incertitude. Je vais très vite, parce que c'est juste exploratoire. Certitude, incertitude du savoir scientifique, avec justement la recherche. Si on cherche, c'est qu'il y a manque, et en même temps qu'il y a dynamique vers quelque chose qui est acquis. D'où vos recherches de biomarqueurs, de sémiologie, etc. Une passion aussi de cette oscillation certitude-incertitude. Certitude, incertitude aussi sur l'efficacité des traitements actuels ou à venir. Bon, je ne reviens pas sur une question que tout le monde a à l'esprit à propos de la maladie d'Alzheimer, je pense. Certitude et incertitude sur le bon moment de l'annonce aussi. J'ai relu un certain nombre d'enquêtes réalisées par l'INPES et on voit que la question du moment de l'annonce, même quand le diagnostic est établi à l'avance, etc., ou la question du souvenir de l'annonce aussi, c'est assez complexe à penser tout ça, suscite des interrogations sur le bon moment de l'annonce. Certitude et incertitude sur le souhait de savoir le diagnostic. C'est assez déroutant de regarder les enquêtes qui ont été menées par l'INPES, parce que d'un côté, quand on demande aux gens « voudriez-vous savoir en cas de diagnostic ?» Oui, à 95%. Puis de l'autre, quand on mène l'enquête, on s'aperçoit que les patients paraissent, alors je dis bien ça vraiment au conditionnel, parce que ça mériterait d'être investigué plus en subtilité, paraissent contents d'être dans une sorte de déni ou de ne pas être au courant. Alors, c'est un peu paradoxal. Comment savoir qu'on est dans le déni si on ne le reconnaît pas? Donc, bon, j'avoue que je m'interroge là-dessus. Mais, quelque part, le déni peut aussi apaiser un peu d'angoisse. Donc, c'est peut-être aussi un mécanisme de défense psychologique, etc.
Certitude, incertitude aussi sur le rythme de la perte des capacités. Parce qu'autant, quand on a été diagnostiqué en tant que tel, on connaît le terme, mais le rythme de la perte des capacités, ça a été rappelé, on l'ignore. Et on n'a pas vraiment d'indicateur, si j'ai bien entendu ce qui a été dit ce matin, pour le saisir. Certitude et incertitude aussi sur le moment où on ne sera plus vraiment soi-même. Deuxième ensemble de réflexions sur l'aspect le concevable et l'inconcevable. Anticiper, c'est toujours un mélange de concevable et d'inconcevable, un tâtonnement. Et là, nous avons un concept en tension entre les deux. Comment en particulier appréhender le passage, le glissement entre un temps où on est encore soi-même, un temps de l'entre-deux où on est flottant, oscillant, parfois présent, parfois absent, un temps chaotique aussi sur des aspects aussi très pratiques, mais aussi des aspects se ressaisir de sa vie, de son histoire de vie, de sa trajectoire, de ses projets, avec une identité de soi qui commence à se déliter, et puis un temps imaginé où on se figure qu'on ne sera plus tout en étant encore là, voire où on sera mort. De plus, dans la maladie d'Alzheimer, vous avez une difficulté à concevoir et à se projeter dans des séquences temporelles. Donc, une surenchère dans ces aspects oscillants liés au concept même d'anticipation. Troisième, toujours pour poursuivre, l'anticipation est à la fois un ensemble d'informations de causalité et puis, quelque part, aussi une rêverie, un cauchemar. Même si on a simplement une bribe de questions, on se dit, tiens, je perds la mémoire, ce qui est finalement normal, si j'ai bien compris, de chercher ces mots, etc. Rien que le fait de se demander induit déjà une sorte de scénarisation. Et si c'était un signe d'Alzheimer? Et si c'était un signe de ma décrépitude future? D'où une propension sur ce terrain-là à aller vers des évocations, pour reprendre les mots d'Alain Ray, de la rêverie, du cauchemar, plus ou moins approfondi, plus ou moins résorbé et occulté. Et un entre-deux entre ce qu'on conçoit et ce qui nous est inconcevable, parce que inconceptualisable ou bien parce que insoutenable. Je n'ai pas résisté au plaisir de donner cette citation de Simone de Beauvoir dans son ouvrage La vieillesse qu'elle a écrit en 1970. Il y a une contradiction indépassable entre l'évidence intime qui nous garantit notre permanence et la certitude objective de notre métamorphose. Nous ne pouvons qu'osciller de l'une à l'autre, sans jamais les tenir fermement ensemble. D'où l'aspect oscillation, résonance, et même plus précisément des résonances émotionnelles. Le drame du vieillard, c'est bien souvent qu'il ne peut plus ce qu'il veut. Il conçoit, il projette, et au moment de s'exécuter, son organisme se dérobe. La fatigue casse ses élans. Il cherche ses souvenirs à travers des brumes, sa pensée se détourne de l'objet qu'elle s'était fixé. Désolé de la faute d'orthographe. La vieillesse est alors ressentie, même sans accident pathologique, comme une sorte de maladie mentale où l'on connaît l'angoisse de s'échapper à soi-même. Donc, un vécu d'angoisse. Le travail d'anticipation face à la maladie d'Alzheimer, bon, vous comprenez que j'ai plutôt tiré ma perspective du côté du patient, l'anticipation du côté du patient ou des aidants. C'est un travail complexe, avec d'un côté la certitude d'un avenir, mais sans avenir. L'incertitude du lendemain, du moment présent, de ce qui va se passer. Un vécu troué, présent-absent. Une oscillation entre informations, des données médicales, des discours, et puis de l'autre, des rêveries, des images, des connotations qui peuvent venir. Une difficulté à concevoir aussi l'inconcevable. Le drame de se sentir s'échapper à soi-même, pour reprendre la citation de Simone de Beauvoir. D'où une anticipation
tout particulièrement dans la maladie d'Alzheimer, à forte résonance émotionnelle. J'ai repris les 4 émotions principalement citées dans une enquête de février 2009, une enquête auprès des patients. Donc un vécu émotionnel de tristesse, de culpabilité, d'impuissance, de démotivation. Et puis on pourrait ajouter aussi des histoires de déni, de semi-occultation, un vécu de l'injustice. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Un vécu de trouble aussi, d'étrangeté vis-à-vis de soi-même. Pour conclure, tout cela m'a rappelé une lecture, celle du procès de Franz Kafka. Parce que c'est une lecture qui n'est pas sans écho. Le héros, c'est pas vraiment un héros, le pauvre Joseph K., voilà ce qui lui arrive. Et on voit l'aspect chaotique. Il est arrêté dans son élan. Donc quelque part, sa vie est suspendue. Bon, vous posez des doutes sur la maladie d'Alzheimer vous concernant. Quelque part aussi, vos projets sont un peu suspendus ou coupés en plein vol. Ça dépend comment ça se produit. Joseph K. ne sait pas pourquoi il est arrêté. Joseph K. se clame innocent. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Bon, sauf que la réponse du policier, c'est que « Mais vous connaissez la loi ?» Et Joseph K. répond « Non, je ne la connais pas. » Alors l'autre lui dit « Mais comment pouvez-vous savoir que vous êtes innocent si vous ne connaissez pas la loi? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter la maladie d'Alzheimer ?» Bon, il joue beaucoup avec ce genre de paradoxe, Kafka. Joseph K. aussi perdu dans un monde à la fois très familier, mais qui devient complètement étranger, parce que c'est un monde qui devient... qui part en vrille, qui n'a plus son rôle, même s'il continue à avoir des rôles, mais stéréotypés. Joseph K. est perdu dans une action, des scènes d'action qui sont simples, mais qui, au fond, sont insensées, surtout avec une connotation d'hostilité. Joseph K. n'a affaire aussi qu'à des personnages, acteurs, qui lui paraissent déplacés, qui sont des sortes de bouffons, de mauvais acteurs, comme dit Kafka à certains moments. Joseph K. a bien sûr progressivement de plus en plus peur d'être condamné. Joseph K. sent l'histoire avancer. D'où l'intérêt d'avoir fait... Parce que, en fait, l'intrigue, elle est donnée en 3 pages. Mais Kafka en fait un roman, alors, je ne sais pas si on peut même appeler ça un roman, pour montrer l'inéluctabilité, l'histoire qui avance et une histoire qui n'a pas de fil. Joseph K. aussi essaye de se rebeller, mais aussi il est parfois dans la résignation, et à la fin il se résigne à tout, à n'être qu'un objet ballotté, à ne pas comprendre du tout ce qui lui arrive, à être agi plutôt qu'à agir. Joseph K., à la fin, il est arrêté, il est dépossédé de lui-même, et voilà, à la fin, il est non seulement condamné, mais mis à mort. Tout cela, on peut revenir aux questions. Comprendre, faire, espérer. Et là, on se retrouve face à un mur. D'où l'aspect kafkaïen de ce qui arrive dans la maladie d'Alzheimer, surtout quand on essaye d'appréhender ce qui va se passer, c'est-à-dire d'être dans l'anticipation. Voilà. Le procès de Kafka, c'est bien sûr à la fois une causalité, un récit et une rêverie, pour reprendre les 3 catégories que j'ai déjà données, avec un mélange de paradoxes. On est à la fois dans de l'aléatoire et dans de l'inéluctable, dans quelque chose qui est complètement déterministe, mais qui est complètement incohérent, dans une focalisation sur soi, mais où le soi devient complètement dérisoire, d'où un effet de désarroi profond. Voilà, et pour conclure, finalement, si je devais résumer mon propos très rapide, l'anticipation apparaît comme au croisement de ces 3 grandes sphères. D'un côté, la causalité, le déterminisme, l'idée de prédire, l'idée de pronostic aussi quelque part. De l'autre, une grande sphère de narration, de discours,
de construction d'écrit, donc quelque chose qui se construit. Et puis enfin, un aspect rêverie, cauchemar, qui est beaucoup plus chaotique et troué aussi. Voilà, je vous remercie avec ce petit schéma